T'as rien à corriger. T'es pas un problème à résoudre. T'es ni trop grosse, ni trop ambitieuse. Tu ris pas trop fort et ce trop, en fait, c'est ta force. Je pense qu'un des éléments pour guérir et se sentir bien dans sa vie, c'est d'arrêter de lutter contre son corps et plutôt d'essayer de vivre avec. Il n'y a pas eu un moment magique où je me suis dit « Ah ça y est Charlotte, t'as tout compris, c'est ça la recette magique ». Donc il y a eu des événements de vie qui m'ont fait comprendre à quel point l'émotion et l'esprit est lié au corps. Et qu'en fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast singulier. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle invitée, Charlotte Filloux, que je vais vous présenter après. Ce qui m'intéresse et ce qui m'a percuté justement pour le fait de l'interviewer aujourd'hui, c'était son livre Trop grosse, qui est un titre assez percutant, assez marquant, mais je vais pas tout vous dire pourquoi ce titre et pourquoi il est assez marquant. Dans cette interview, on va plonger à la fois dans le rapport au corps, à l'émotionnel, à un parcours assez singulier. Je suis ravie de vous la présenter aujourd'hui. Bonjour Charlotte. Bonjour Déborah. Merci d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. Merci de me recevoir, je suis très contente d'être là. Avant de parler, de plonger dans ton ouvrage qu'on présente aujourd'hui, également ton parcours professionnel, moi j'aime bien revenir à l'histoire, à la source. C'était qui la petite Charlotte? Qu'est-ce qu'elle rêvait? Est-ce qu'elle était déjà, entre guillemets, trop grosse, pour reprendre le titre de ton ouvrage? Alors en fait, donc la petite Charlotte, et puis je vais vite passer au jeu parce que je vais pas faire comme Alain Delon et parler de moi à la troisième personne. En fait, j'ai grandi en région centre, dans une ville qui s'appelle Blois, qui est entre Tours et Orléans. J'ai une sœur qui a 2 ans de moins que moi. Donc voilà, j'ai grandi dans cette famille-là, dans une famille avec une éducation assez stricte, dans laquelle il fallait surtout pas parler de ses émotions. Fallait rien laisser dépasser, donc fallait se tenir droite à table. On parlait pas d'argent, on allait à l'église et autres. Et moi, j'étais un peu à l'inverse de ça, c'est-à-dire que je parlais fort. Je riais fort, je faisais beaucoup de bruit, je cassais mes jouets, j'allais embêter à ma sœur pour qu'elle vienne jouer avec moi. Donc assez vite, j'étais vraiment dans un endroit où fallait pas que je dépasse, mais moi je comprenais pas pourquoi il fallait ne pas faire de bruit et ne pas parler fort. Donc voilà, et d'un point de vue plus professionnel, en fait, mon expertise, elle est plutôt en stratégie commerciale. Ça fait 15 ans que je suis experte en vente complexe. J'ai travaillé pour un certain nombre de sociétés américaines, donc ce qu'on appelle en B2B. Et donc, du coup, voilà, je fais ça depuis presque 20 ans maintenant. Petite, tu pensais réaliser ce métier ou pas? Alors, c'est une super question parce qu'en fait, ouais, je voulais faire du business, en fait. Je m'étais carrément donné Tu un jouais à la marchande je jouais déjà? à la Ouais. marchande presque. Je m'étais donné un surnom plutôt américain qui s'appelait Cassandra Wilson. Je signais tous mes agendas à l'époque, à l'école. On n'était pas encore à l'ordinateur, on était aux agendas. Et du coup, je signais mes agendas Cassandra Wilson. Et j'avais vraiment envie d'être dans le business, de faire des affaires. Et c'est assez drôle parce que comme dans ma famille, il fallait surtout pas parler d'argent. Moi, j'ai pris le contre-pied et aujourd'hui, dans le métier que je fais, je ne parle que d'argent toute la journée. Donc, ouais, j'avais vraiment cette envie d'être dans le business et d'être une femme d'affaires. C'était un de mes rêves. Pas de parler d'argent, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils te disaient tes parents à l'époque? Ça se faisait pas. On parle pas d'argent, on laisse pas dépasser. Le regard de l'autre et le qu'en dira-t-on était extrêmement, avait une place prépondérante en fait. Il fallait pas, on devait faire très attention à ce qu'on disait. Il fallait pas dépasser. On parlait pas d'émotions, que ce soit la joie ou la tristesse. C'était pas quelque chose qui était exprimé. Typiquement, j'ai jamais entendu mes parents me dire je t'aime. En tout cas, la première fois que mon père m'a dit qu'il m'aimait, c'était il y a 3 ans. Ok, donc peut-être une trentaine d'années après, quoi. Quarantaine. Ouais, une quarantaine, ouais. Ouais, Quarantaine ouais, une d'années après. quarantaine, ouais. Maintenant, tu leur en veux, ou tu penses que c'était avec leur code à eux, euh, pour te replonger un peu au démarrage, et pour faire le lien avec le livre aujourd'hui, pour bien qu'on comprenne et que les personnes découvrent ton histoire? Alors, c'était effectivement leur code à eux, grandir dans une famille en fait bourgeoise catholique. Il y a des principes d'éducation, comme je disais, qui sont très stricts. Donc, il y a la définition d'une vie réussie, c'est se marier quand tu es une femme avec un homme,
avoir des enfants, acheter une maison avec un chien, ce qui au demeurant peut être le cas dans plein d'autres familles, d'autres catégories sociales. Mais il y a des principes éducatifs extrêmement importants et le fait de ne pas parler d'argent en Mmh. est un notamment. Ou en tout cas de ne pas exprimer ses émotions. Et pour répondre à ta question, oui, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec la compréhension qu'ils avaient du moment. Et pour eux, je pense que c'était leur meilleure manière de nous éduquer. Ça ne veut pas dire Mmh. qu'aujourd'hui, ils nous aimaient pas. C'est simplement, en fait, quand tu grandis avec cette croyance, ou en tout cas le fait que tes parents ne te le disent pas, bah, ça forge une personnalité et des croyances qui mettent une vie à être travaillée parfois. Mmh. Pour faire le parallèle avec, ton ouvrage, Trop grosse, est-ce que petite, tu étais, comme on dit, hein, aujourd'hui en surpoids? Tu comment, enfant? J'étais en surpoids, je prenais pas mal de place, à la fois physique et aussi, comme je le disais, en parlant Mmh. assez fort et en Peu rebelle? étant, un peu rebelle et je me souviens de ma mère qui me disait: «Charlotte, tu ris fort, tu as un rire de poissonnière». C'est quelque chose qui est resté très longtemps, que j'ai mis du temps à comprendre de par l'éducation que j'avais, reçue. C'était vulgaire, en fait, de rire fort dans l'éducation que Pour une j'avais, fille? pour une fille Ouais. surtout, de rire fort. Donc ouais, j'étais en surpoids, je me cachais, j'étais très complexée, j'avais, une poitrine assez généreuse assez tôt, du moment où j'ai commencé, à devenir une femme, autrement dit, d'avoir mes 1 règles. J'ai commencé à avoir une poitrine qui a poussé assez vite et j'étais très complexée, donc je m'habillais large, je m'habillais en noir, en hoodies, j'étais complexée par mes formes. Mon corps était vraiment à l'époque pour moi un problème, et j'étais très mal dans ma peau. C'était quoi ton rapport au corps justement? Parce que quand on est ado, on a un peu cette crise, de toute façon, on ne s'aime pas. Alors on va parler au nom des femmes parce qu'on n'est pas des hommes et on va pas Ouais. parler sur leur nom, mais même s'il y a beaucoup d'hommes qui vont écouter, comment tu ressentais ce corps-là? Tu te sentais à côté? Tu l'as toujours presque détesté ou au contraire tu l'as accepté? Ça s'est passé comment dans Alors j'ai pas l'adolescence? accepté, non, j'étais vraiment très mal, je faisais tout pour me cacher, j'étais super complexée, et je compensais ça avec un masque, justement en utilisant l'humour, en constituant une sorte de personnage, un masque de la femme et de l'adolescente au début, puis ensuite de la femme très forte, qui sait gérer. Mais à l'intérieur, il y avait une sensibilité qui était pas du tout, gérée, parce que, je ne comprenais pas, pourquoi je pouvais pas m'exprimer tel que je le ressentais. Parce que encore une fois, j'avais pas la possibilité de le faire. On m'autorisait pas à le faire dans l'éducation, que j'avais, reçue et j'étais pas en âge de pouvoir, exprimer ça. Donc je faisais tout pour rentrer dans ce moule et dans cette case, mais pour autant, mon rapport au corps était, assez catastrophique. Le dialogue intérieur qui était associé à mon corps était très mauvais aussi. Le peu de fois où je me regardais dans le miroir, j'avais un dialogue extrêmement négatif, du type, «Regarde toute cette graisse, enfin, c'est vraiment n'importe quoi, tu rencontreras quelqu'un, quand tu seras, maigre ou quand tu seras mince». Et j'avais un complexe aussi assez important, c'est que ma sœur avait plutôt une silhouette dite normale, Mmh. alors que moi, j'étais en surpoids. Donc c'était aussi difficile parce qu'il y avait ce principe de comparaison, où, voilà, ça passait aussi par des regards, par des expressions. C'est pas uniquement le rapport à toi-même, c'est aussi l'impression que les autres portent sur toi et le regard qu'ils portent sur toi. Et comment on grandit adolescente, justement avec, ce surpoids comme on dit, aujourd'hui? Bah, difficilement en ce sens que déjà quand tu es en surpoids physiquement, tu es limité, d'accord? Donc il y a des choses que tu fais plus difficilement que les autres et puis tu es complexé. C'est-à-dire que, ne serait-ce que pour aller, se faire du sport, et se mettre en maillot de bain, c'est Mmh. extrêmement, difficile. C'est honteux. J'avais honte de mon corps. Bon, ça, c'était pas une émotion, c'était vraiment un silence et cette honte, elle m'a empêchée de faire beaucoup de choses pendant très longtemps. Donc même si j'adore nager, j'ai appris à nager très tôt, aller à la piscine, me mettre en maillot de bain, c'était un complexe, super important. Ça m'a empêché plus tardivement de postuler à certains emplois, de recontacter, des personnes, de faire des choix, d'aller dire à des personnes que je les aimais parce que j'avais honte de moi. J'étais vraiment très mal dans ma peau et le dialogue était, assez, mauvais.
Tu t'imaginais peut-être, avoir une baguette magique et le témoignage, est de plusieurs personnes qui ont eu cette, prise de poids très jeune, de dire: «Ah bah tiens, un jour je me réveillais et j'aurais perdu» entre guillemets «ce poids en plus». Tu t'étais résignée en te disant: «Bon, je serai adulte, j'aurai, ces kilos en trop, OK, je ferai avec». Qu'est-ce que tu imaginais ou Bah, j'étais pas je pense que j'étais plutôt résignée, ouais, et à essayer de mettre des mots sur un mal-être, j'arrivais pas à comprendre. Pour moi, c'était, «Je suis comme ça et c'est pas juste». C'est plutôt ce qui me venait à l'époque, à l'esprit. C'était, «Mon corps est un problème». Donc j'ai fait un certain nombre de régimes, hein. Le premier er a commencé à l'âge de 20 ans, forcé par ma mère à mon retour, de mon Erasmus du Canada où, là, j'avais explosé la balance, que j'étais très proche, des 100 kilos pour 1,75 m. ouais. Donc c'était quand même assez substantiel. Donc je l'ai fait à la base, au départ, pour, faire plaisir, mais, c'était une lutte contre moi-même, parce que même après avoir perdu du poids, j'étais pas mieux. J'avais toujours cette image dans le reflet de la glace, le peu de fois où je regardais, même avec 20 kilos de moins, où je me trouvais pas belle, je me trouvais pas à la hauteur, où je me trouvais trop, tu vois? C'était un peu entre les 2. Alors, des psys qui nous regarderaient, encore une fois, on n'est pas là pour faire une analyse scientifique, nutritionnelle, etc. C'est plus pour témoigner et Ouais. partager. Pourquoi, selon toi, ton regard ne changeait pas? Il fallait du temps, ou au contraire, c'était pas en adéquation, ou tu t'étais habitué à cette image? C'était quoi, à ton avis? Alors ça, je l'ai compris, je l'ai travaillé beaucoup plus tard, c'est qu'en fait, j'avais pas du tout géré les émotions, qui allaient avec. C'est-à-dire que, comme les émotions ne s'exprimaient pas, elles s'imprimaient dans le corps et en fait, le corps racontait mon histoire et d'ailleurs, plus généralement, pour moi, aujourd'hui, un corps raconte une histoire et tant qu'on n'a pas compris l'histoire, bah, elle se répète. Donc, j'ai fait des régimes, j'ai maigri, j'ai repris, donc j'ai passé, 20 ans à faire le yo-yo et en fait, d'ailleurs, quand tu définis l'étymologie du mot émotion, emotion, c'est une énergie qui est en mouvement et ce qui ne s'exprime pas s'imprime, donc c'était imprimé dans le corps. Qu'est-ce qui t'a empêché, qu'est-ce que ton corps t'a empêché de te faire, ou pas, ou qui t'a peut-être aidé à faire des choses par ce surpoids? Alors pendant longtemps, il m'a empêché de faire des choses physiques, en tout cas, ne serait-ce que par le mouvement ou le sport. Mmh. Jouer, un peu au tennis, j'étais quand même relativement sédentaire, mais il m'a empêché de faire, beaucoup de choses, mais j'en prenais pas soin du tout. Je fumais, je pense que je devais fumer à l'époque un paquet de cigarettes par jour. Bon ça c'était, j'ai commencé à l'âge de 16 ans, j'ai dû arrêter à l'âge de 38 ans, la cigarette. Et qu'est-ce qui t'avait fait, démarrer la cigarette d'ailleurs? L'école? Les Ouais, amis? l'école me alors c'est une très bonne question. L'école et me donner une contenance, une certitude, un genre, tu Mmh. vois? Fumer, avoir cette cigarette, Appartenir? Oui. appartenir à un groupe, ce sentiment d'appartenance, de pas se sentir différente des autres parce que dès le départ, en fait, je me suis très vite sentie différente, en fait. Je me souviens gamine, je ressentais cette sensibilité, au contact j'ai grandi à la campagne, donc au contact des animaux, au contact de, la tristesse que ma mère pouvait avoir à certains égards, sur certains, sujets, mais j'arrivais pas du tout à poser des émotions là-dessus et en fait, je me suis mise, bah, bêtement à fumer à l'âge de 16 ans, parce que tu as envie de faire bien et d'ailleurs la première cigarette, tu l'aimes jamais, hein, elle est souvent dégueulasse, hein, donc je te confirme, elle était vraiment dégueulasse. Alors ce que j'évitais de faire, c'est une super question, bah, du sport, clairement. Physiquement, j'étais limitée à faire ce sport-là parce que, quand tu es en surpoids, dès que tu commences à te mettre en mouvement, ta cardio, augmente très vite. Je me sentais essoufflée, donc je me sentais faible et je me sentais très vite fatiguée. J'ai aussi, longtemps pas osé, postuler un certain nombre d'emplois, que je ne pouvais pas faire parce que j'étais en surpoids. Je pense à des jobs d'étudiants, par exemple, sur, des jobs d'hôtesse où tu peux pas, si tu es en surpoids, tu peux pas postuler parce que tu fais pas une taille 38, tout Oui. simplement. Donc j'étais empêchée, de le faire. M'empêchait aussi plus tardivement, pendant ma carrière professionnelle de prendre la parole sur certains sujets parce que j'avais pas envie d'aller, sur scène, pour parler parce que je voulais pas, qu'on voit, mon surpoids ou autre, quoi. En tout cas, j'avais pas envie de me voir moi.
Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu as compris cette prise de poids? Ah oui, oui, Ouais. oui, je l'ai compris. En fait, je mangeais pas parce que je mangeais pas parce que j'avais faim, je mangeais parce que j'avais mal. Donc j'ai compensé, ces émotions, pendant très, très longtemps parce que, j'ai elles étaient pas du tout exprimées. Donc j'étais incapable de dire, je suis en co de comprendre ou de dire: «Je suis en colère, je suis triste, je suis heureuse, je t'aime». Ça, c'était je savais pas le faire, en fait. Encore une fois, on n'est pas là pour remplacer un expert de santé nutritionniste, on est là pour partager. Et je trouve que c'est intéressant parce que des femmes, notamment, qui vont pouvoir se reconnaître en disant bah, moi aussi j'ai pris du poids à des époques, à une période de ma vie. Qu'est-ce qui a été le déclencheur ou le moment où tu t'es dit ça peut plus continuer, mais vraiment le vrai moment parce que aujourd'hui on te voit, on a la chance de te voir en podcast vidéo. euh, euh, En tout cas, tu es plus normal, si je reprends ton terme. Attention, parce que je sais déjà qu'on va mettre des commentaires dessous. Ouais. Tu es dans la norme, on va dire. C'est quoi ce petit plus qui a fait basculer? Alors, il y a pas eu un événement qui a tout changé. Hmm. C'est un processus, c'est comme quand tu es en montagne et que tu montes une montagne et tu es en randonnée, ou que tu es en train de monter des escaliers, tu fais un pas après l'autre et tu comprends, un processus. Donc il y a eu plusieurs événements qui ont déclenché des compréhensions de, pourquoi je suis en surpoids, pourquoi mon dialogue intérieur est, extrêmement, mauvais, pourquoi la voix intérieure ou quand je pense et mon estime de moi est basse. Il y a pas eu un moment magique où je me suis dit: Hmm. «Ah ça y est Charlotte, tu as tout compris, c'est ça la recette magique». Donc il y a eu des événements de vie qui m'ont fait comprendre, à quel point l'émotion, et l'esprit est lié au corps et qu'en fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Que tu peux décider en fait de maîtriser ton corps, que ce soit dans un Hmm. sens comme dans l'autre, c'est-à-dire être dans un poids normal, comme tu dis, ou en tout cas se sentir bien. Mais pour moi, ça peut pas aller sans la gestion de l'émotion qui va avec. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris et j'en suis la preuve parce que des régimes, j'en ai fait un certain nombre et à chaque fois, je reprenais le double du poids que j'avais perdu. Les fameux régimes yo-yo, ou qu'on enchaîne. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, du coup, encore une fois, de ton expertise, ton témoignage, mais que je partage totalement, sinon je t'aurais pas fait venir, que derrière la prise de poids, ce n'est pas que de l'alimentaire, il y a une émotion et donc il faut aller aussi à la source de l'émotion, autre que faire des régimes drastiques pour essayer de perdre ce poids ou comprendre ce qu'il y a derrière. Bah, c'est surtout, en fait, une émotion et une compréhension de ça. À partir du moment où j'ai vraiment ouvert le capot de la voiture et essayé d'aller comprendre mes blessures, que là, tout a changé, en fait. Parce que sinon, j'étais vraiment dans un phénomène de compensation. Du moment où à un certain moment de ma vie, en fait, aux alentours des 35-36 ans, où j'étais au summum de ma carrière professionnelle. J'incarnais la définition de ma réussite telle que je l'avais visionnée quelques années avant. Donc, euh, une personne avec qui je vivais, une maison, des animaux, une réussite, la belle voiture, les belles montres, enfin vraiment l'environnement matériel et autres. Par contre, je me sentais vide à l'intérieur. C'était une réussite qui était vide. Elle n'était pas vraiment habitée, en fait. Et je comprenais pas pourquoi, parce que sur le papier, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour arriver à ça. Et c'est là où j'ai commencé à regarder bah, quelles étaient mes blessures. Est-ce que c'est vraiment ça, ce que je voulais dans la vie? Est-ce que c'était... Donc j'ai commencé à me poser des questions existentielles qu'on se pose tous à un moment donné. Mais j'ai surtout, au-delà de les poser, j'ai décidé de commencer à y répondre. Et ça a été un chemin extrêmement inconfortable, mais au demeurant très, très transformateur. Sur ton parcours, on en a parlé rapidement, enfin tu en as parlé rapidement, il y a eu quelques étapes phares, notamment le décès de ta maman. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire aujourd'hui? Waouh! Ce que je voudrais lui dire, bah, que ça aurait été sympa qu'elle parte pas aussi tôt, parce qu'elle est décédée, quand j'avais 20 ans, donc ça a été extrêmement, violent, parce qu'ils avaient décidé de nous protéger, donc on n'était pas au courant de sa maladie et ça a donné, lieu à pas mal de travail, à gérer, en tout cas d'un point de vue émotionnel et Mm. personnel sur les 20 années, qui ont suivi. Bah, ce que je voudrais lui dire aujourd'hui, c'est qu'elle me manque en fait, tout simplement.
Est-ce que tu penses que cette prise de poids a pu être en lien aussi avec son départ? Alors je pense pas, je suis sûre. Au moment où elle est décédée, j'étais pas en surpoids parce que je venais de terminer la stabilisation. Mais après, j'ai passé, les 15 années, enfin les 20 années suivantes, à faire, du yo-yo parce que, son décès a été extrêmement, violent. Elle est décédée d'un cancer, en l'espace de, 6 mois. Et en l'occurrence, j'ai pu, en tout cas, j'ai pu avoir la chance de lui dire au revoir. Mais bon, j'étais jeune, j'avais 20 ans, donc ça a été une épreuve extrêmement, difficile. Et puis on sait à quel point le fait de perdre sa mère, ça peut être, très dur. Je partage ce sentiment, donc, et ça fait sens avec ce que tu disais, que l'émotion est toujours le déclencheur Ouais, d'un aspect physique. ouais. On pourrait le retranscrire sur plein de cas. Tu parlais de son cancer, bien sûr, il y a des émotions, bien sûr, il y a une cause, on va dire, scientifique, médicale, mais l'émotion est quand même assez forte et c'est aussi ça que je voulais que tu transmettes à travers ton partage, ton témoignage, pour toutes les femmes qui pourraient se reconnaître, s'identifier ou dire: «Ah, moi aussi, je veux être la femme forte». Finalement, tu vas donner le modèle aussi à d'autres femmes qui vont t'écouter aujourd'hui. Bah, écoute, j'espère. Après, en tout cas, j'ai été, quand tu parles de femme forte, c'est marrant parce que ce qui me vient, c'est vraiment le côté, j'avais ce rôle de la femme forte, d'accord? Je tenais, j'avais le masque et cetera, mais j'avais une vie tenue. Mon but, c'était de tenir, c'était pas de vivre. Déjà parce que, bon, quand ma mère est décédée, j'avais 20 ans, donc j'étais très jeune. Donc quand tu perds quelqu'un, on dit on perd un membre de sa famille. Mais moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu un membre, mais de mon corps Mmh. physique. J'étais coupée de quelque chose. Ça a eu des effets, collatéraux extrêmement, importants, sur la manière dont j'ai géré, bah, ma vie, j'ai voulu, construire, ma vie, pour tenir, clairement. Ta sœur, elle l'a vécu comment elle? Elle t'en a parlé? On en a parlé, ouais, et c'est marrant parce qu'on n'a pas eu du tout les mêmes réactions. Alors, moi, elle est partie assez vite, à l'étranger, pour, poursuivre ses études, alors que moi, je suis restée, pour gérer, ce que je vais appeler les affaires familiales, mais en fait, simplement parce que ma grand-mère maternelle était encore en vie. Donc je me suis occupée d'elle, à l'âge de 20 ans. Donc quand mes amis étaient, à l'âge de, 20-25 ans, dans cette insouciance, dans cette vie de jeune adulte, bah, moi je m'occupais de ma grand-mère, je m'occupais des affaires familiales parce qu'il y avait des sujets de succession, à traiter, donc j'étais avec les avocats, les notaires, donc j'ai grandi, beaucoup plus vite que ce qui aurait été donné, de vivre sur un parcours, standard. Donc ça m'a aidée d'un point de vue professionnel. Par contre, d'un point de vue émotionnel, hein, ça c'est clair que ça a été un chantier que j'ai géré beaucoup plus tard. Est-ce que donc tu conseilles aux personnes, qui nous écouteraient, qui seraient en prise ou en perte de poids, hein, d'ailleurs, c'est valable pour les 2, d'aller justement toucher du doigt ces émotions-là, pour pouvoir accéder à cette prise ou cette perte de poids? Oui, Ouais. ouais, clairement, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Enfin, c'est pour ça que Mmh. j'ai écrit mon histoire. C'est justement c'était pas écrire pour dire: «Voilà la méthode miracle de, regardez, j'ai perdu 20 kilos», en fait. Parce Mmh. que ça, pour moi, il y a pas de méthode. J'étais convaincue que, en racontant, mon histoire, si je peux, par un morceau de mon histoire, générer une compréhension ou une résonance pour le parcours de chacun et de chacune, bah, là, le job, est réussi, pour moi. Parce que c'est comme ça qu'en fait ça marche. C'est au travers des personnes que tu rencontres, qui Mmh. t'accompagnent, que ce soit d'un point de vue thérapeutique, amical ou amoureux, que tu fais ce chemin-là et que tu comprends des choses. Pourquoi avoir choisi, de te libérer? Je reprends tes termes, hein. Oui. Se libérer des étiquettes, se réconcilier avec soi-même. Pourquoi à travers un ouvrage? Pourquoi cet outil-là? Heu, Alors l'écriture m'a permis d'aller vers quelque chose de libéré, je dirais quelque chose qui était très intime et très diffus, en fait. J'ai commencé à écrire à un moment de ma vie où, j'avais beaucoup de choses qui se sont effondrées. Je vivais un divorce et une rupture extrêmement, violente et difficile. Et j'ai commencé en fait à écrire, sur des cahiers, à faire du journaling en fait. Et au final, en continuant ce journaling et en passant beaucoup de temps dans la nature, en faisant énormément de randonnées, ce qui, apaisait, pas mal mon système nerveux, à l'époque, ça m'a permis de sortir de quelque chose de très intime, très diffus, de guérir, et c'est là où je me suis dit: «Mais en fait, ce que je suis en train de raconter, c'est fort probablement l'histoire de plein d'autres femmes et plein d'autres hommes aussi».
et de personne. Donc la seule différence que j'ai, c'est que je me suis dit que j'allais oser raconter ce qu'on pouvait vivre et penser quand on est trop grosse ou trop gros. Mmh. Et maintenant, tu l'utilises plus en transmission orale. Ouais, En tout cas, voilà, ouais. aujourd'hui. C'est toujours intéressant parce que je trouve que l'ouvrage, le livre, peu importe le terme, est assez significatif. Peut-être qu'il est un peu plus intime, peut-être qu'il te permet de aussi guérir de tes émotions aussi. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu venir un peu plus tôt ou plus tard ou c'était le bon moment? Non, je pense que vraiment c'était le bon moment. C'est-à-dire qu'il y a j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé, «Est-ce que tu as suivi une méthode pour écrire le Ouais, livre? Par quoi tu as la recette commencé? magique. Voilà, la recette magique, est-ce que tu as créé un plan et tout?» Et en fait, pas du tout. Ça, c'est vraiment, je pense que j'ai écrit le dernier chapitre, en premier, si mes souvenirs sont bons. En fait, la seule méthode que j'ai mis en place à l'époque, c'était de partir en randonnée, pendant des heures dans la nature et j'avais pas mal d'idées qui me venaient, en disant: «Ah tiens, je pourrais écrire sur ça, ça me parle, j'ai envie d'écrire là-dessus» et en fait, je rentrais et je passais des heures à écrire sur l'ordinateur en perdant totalement la notion du temps. L'écriture m'a fait toucher quelque chose que j'avais jamais vraiment vécu, c'est cette perte de notion du temps où, tu es dans un espèce de flow où tu as l'impression que tu as passé 15 minutes à écrire, en fait, c'est passé 3 heures. Tu es presque en, si j'emploie un terme un peu spirituel, tu es en canalisation de, «Je dois écrire, c'est maintenant». Donc c'était sur des moments extrêmement impromptus. Ça pouvait être effectivement soit après une rando, ça pouvait être très tôt le matin ou très tard le soir, mais ça s'est fait dans quelque chose de très déstructuré au final. Comment ton entourage a perçu ce livre? Alors au début, c'était pas au courant parce que Ouais. c'est quelque chose que j'ai gardé, très secret. La seule personne qui était au courant, c'est la personne qui a écrit, la préface, Amélie Gartner, qui était à l'époque ma love coach, qui a relu, qui a été la première à relire le livre. Les premières personnes à qui j'en ai parlé, ont été très surprises, mais dans le bon sens et à la fois, en même temps de se dire: «Bon, c'est vrai qu'à chaque fois que tu dis que tu fais quelque chose, tu vas le faire, quoi». Donc ça a été, une surprise de: «Ah ouais, tu as écrit un livre, en fait», Mmh. donc c'était assez surprenant. Enfin, en tout cas, moi, les retours que j'ai eus étaient assez surprenants au départ de se dire: «Bon, bah, ah oui, tu as osé le faire». Ouais et en plus, j'ai osé raconter, parce que je pense que c'est super important. Si tu devais, peut-être rajouter des éléments ou supprimer des éléments dans le livre, est-ce que tu t'es posé la question, que tu reviendras en arrière ou il est parfait comme ça? Je pense qu'il est bien comme ça parce que l'angle, il est sur justement, le poids émotionnel, le Mmh. poids invisible et cette honte qui est plus une émotion, qu'un silence et donc du coup, se libérer de cette étiquette et de ces étiquettes et de vraiment prendre sa place, donc d'ouvrir la voie, à la fois VOIX et VOIE. Il y aurait J'aurais pu ajouter quelques chapitres, mais je pense que je vais garder ça pour un autre projet sur lequel, je travaille, qui sera Mmh. probablement aussi lié à l'écriture également aussi, peut-être plutôt sous une forme de roman cette fois-ci, ouais. Ouais, donc un peu de teasing. Ouais, Quand on a longtemps été, sur l'étiquette, hein, je reprends, ouais. le derrière de ton livre, hein, l'étiquette de trop grosse, comment on vit après? Est-ce qu'il y a pas un vide, Est-ce qu'on se reconstruit? Est-ce qu'on se redécouvre finalement? Bah, déjà avant, il a fallu se défaire de Ouais, l'identité de trop ouais, grosse, c'est en pas fait. magique comme ça en 5 Non, minutes. c'est pas magique, encore une fois, c'est vraiment comme quand tu es en. Enfin, j'utilise beaucoup l'analogie de la montagne parce que ça a été un changement, en tout cas, pour être très honnête, la montagne m'a vraiment sauvé la vie. La marche en montagne m'a sauvé la vie parce que ça m'a permis de continuer à cheminer, à la fois au sens propre comme au sens figuré. Et c'est vraiment, comment se défaire de cette identité de trop grosse que j'ai eue très, très, tôt, en fait, qui est rentrée très tôt dans ma vie, de par, bah, les injonctions de l'éducation, les paroles, les regards, les principes éducatifs et cetera et cetera. Donc pour le coup, ouais, c'était d'abord de commencer à se défaire de cette identité-là. Donc pour moi, en fait, elle a vraiment structuré mes croyances, ma manière de définir, la vie, de voir la vie. Donc il a fallu déconstruire ça au travers d'un processus qui peut prendre, un temps, incertain et surtout de prendre conscience que je compensais, un certain nombre de choses et je m'explique en fait, comme je me sentais trop grosse, bah, du coup j'allais compenser par, des achats,
compulsif parce que financièrement, j'avais plutôt bien réussi. Donc, j'allais compenser le manque d'estime de moi que j'avais le peu de fois où je me regardais dans la glace. Du coup, au fur et à mesure, tu t'es détaché de l'étiquette trop grosse pour aller vers une étiquette normale, j'ai envie de dire. C'est presque un peu ça dans ce que tu nous partages. Ouais, exactement. Donc, c'est déconstruire des croyances, des plafonds de verre, des impossibilités, parce que tu crois à ce que tu vois, en fait. Donc, c'était vraiment passer par ce processus-là, se défaire de cette étiquette trop grosse. Et ça prend du temps et ça passe par des différents processus, en fait. Alors, on peut appeler ça du développement personnel. Moi, j'appelle Mm. ça plutôt du développement interpersonnel parce que je vois pas comment on peut se développer personnellement soi-même sans Mm. contact à l'autre. Et ça, c'est un processus qui a vraiment pris du temps. Je pense honnêtement, il a commencé en 2019 et il continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un but. T'es jamais arrivé en fait. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je suis encore attachée à cette étiquette trop grosse, mais c'est simplement redéfinir son identité, comprendre en fait ces schémas. Et un exemple pour être un peu plus concrète, Mm. c'était de dire à l'époque je me sentais trop grosse, j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureuse sur le papier et pour autant je me sentais vide et j'étais pas forcément bien, je me sentais pas à ma place. J'allais compenser par des achats compulsifs parce que financièrement j'avais la possibilité de le faire. Et c'était le toujours plus. Donc c'était j'achète une voiture, ah bah c'est bon, je l'ai, donc je prends une autre voiture encore plus puissante. J'ai acheté une montre, je prends Pour encore une combler. autre montre plus chère. Et c'était la course du toujours plus parce que tu combles en fait un manque. Et la vie, en fait, si je te donne une autre image, Mm. c'est comme un arbre, d'accord? Donc il y a différentes branches. Tu as la branche santé, la branche amoureuse, la branche professionnelle, la branche euh, mouvement et autres. Et s'il y a des branches qui sont déséquilibrées, l'arbre, il est un peu bancal. Donc, très longtemps, pendant une grande partie de ma vie, il y a une branche, notamment au niveau de la nourriture et de la santé mentale et physique, qui n'était pas du tout nourrie. Donc, l'arbre était bancal. La branche amoureuse, pareil. Et l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'équilibrer ces branches pour que le tronc de l'arbre soit le plus ancré, le plus solide possible pour se sentir le mieux possible. Et ça, c'est un chemin. Tu vois, tu as un problème quand tu penses que tu crois que tu es arrivé. Ouais. Aujourd'hui, tu te sens comment? Bien, Et sous quelle étiquette? sans étiquette. Sans Justement, étiquette. c'est Et on ça. parle pas de politique, Et hein. on parle pas de politique sans étiquette. Justement, je me sens bien parce que je me sens libre. Une des plus grandes libérations et transformations qui s'est passée dernièrement, ça a été de me libérer émotionnellement, en fait. La liberté, on pense souvent, et moi j'ai longtemps pensé ça, que c'était je peux aller où je veux, quand je veux, je fais ce que je veux. Pour moi, ça va au-delà de ça. La liberté, c'est se dire que émotionnellement, tu te sens capable, en tout cas pour moi, une des grandes libérations, elle a été émotionnelle en ce sens que être capable de dire je vais bien, je t'aime et voilà pourquoi je t'aime et te dire à mon ami, à mes proches et autres, À toi-même. à moi-même, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça a été une énorme libération émotionnelle pour moi et donc une libération tout court, donc sans étiquette. Ouais, je ne veux plus rentrer dans un moule. Ce que je veux, c'est vraiment juste ouvrir la voie pour montrer qu'on avance en conscience. Celles qui ne, aujourd'hui, on parle des femmes, hein, parce que, encore une fois, nous sommes des femmes, mais les hommes aussi, celles qui peinent encore à perdre ou prendre du poids, parce que, en fait, c'est quand même, ils sont liés. Hum, Tu voudrais leur dire quoi? Je voudrais leur dire que... qu'est-ce que je voudrais leur dire? Je voudrais leur dire que elles ne sont ni trop ni pas assez, qu'on guérit pas en fait en devenant moins. On guérit juste en devenant pleinement soi. Et ça, c'est un chemin. Et que, en fait, le jour, si je fais un parallèle avec un peu d'un eureka que j'ai eu, c'est que tu me posais la question de quel changement j'avais pu avoir. C'est quand j'ai arrêté de me faire la guerre. Quand j'ai compris que mon corps, c'était pas un problème, mais que c'était vraiment un allié. Là, j'ai commencé à le respecter. Et ça, c'est un chemin qui est long parce que quand j'étais en surpoids, – 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 –– 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 – 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 –– –
Donc forcément, ça prend un peu de temps que d'apprendre à non seulement l'aimer, mais d'abord déjà à l'écouter Mmh. et à se reconnecter. Parce que le corps parle, mais quand il est anesthésié, que ce soit dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, hein, que tu sois en moins poids Mmh. ou en surpoids, bah, j'étais complètement déconnectée de ces sensations-là et de ce que le corps était en train de m'envoyer. Tu vois, je me souviens d'un moment donné où j'avais fait un jeûne c'était pas un jeûne intermittent, j'avais fait un jeûne au jus de légumes à une séance de yoga, une des dernières après 5 jours de cure de jeûne au jus de légumes. Le praticien, le prof de yoga nous dit inspirez, expirez et rentrez votre ventre. Bah ça, pour moi, ça a été la première fois où j'ai pu corporellement sentir ce que ça voulait dire rentrer son ventre. Parce que quand j'étais en surpoids, rentrer le ventre, ça changeait rien pour moi. Il était toujours là parce que j'avais déjà le ventre qui dépassait. Tu penses que c'est juste que tu étais en surpoids? Tu l'as vécu comme quoi? Comme une malchance, comme un cadeau? Alors, pas comme un cadeau, je l'ai vécu. Alors, il y a toujours dans les expériences des leçons. Mmh. Je pense que j'ai eu une vraie curiosité de comprendre, et je l'ai encore, une volonté de comprendre cette expérience. Donc, non, je l'ai pas vécu comme juste ou injuste, tu vois. C'est arrivé, c'était une expérience. Qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce que j'ai appris? Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit le livre. C'est voilà Mmh. mon histoire, voilà comment je l'ai vécu. Si ça t'aide, bah, franchement, j'en serais super contente, quoi. Et le fait d'écrire l'ouvrage, d'en parler aussi, à travers des podcasts, c'est une forme de dire aussi, bah, je me suis libérée ou en tout cas, c'est une forme de libération et j'ose en parler parce que si on replonge il y a quelques années, peut-être que tu aurais pas été prête à l'époque. Non, j'aurais pas été prête parce que j'étais pas encore totalement consciente et pleinement, comment je peux dire ça? Et savoir pleinement qui je suis et qui je veux être Mmh. surtout et quelle vie je veux mener, tu Alors, vois? c'est qui Charlotte aujourd'hui? C'est qui Charlotte aujourd'hui? Bah, Charlotte, je dirais que je me sens bien dans ma peau. J'ai pas une taille mannequin, mais je suis vraiment OK avec ça. J'ai appris à dire non, à poser des limites, à dire aussi, les émotions qui me traversent, à surtout être OK avec le fait de me sentir vulnérable, à avoir compris que, c'est une de mes forces, les plus importantes parce que c'est quelque chose que j'ai caché depuis très longtemps. Et à vraiment vivre, en conscience, quoi. Donc voilà, après je pourrais aussi me présenter sous un angle, bah, Charlotte aujourd'hui je suis commerciale ou je suis entrepreneur ou je fais ci ou je fais ça. Mais en fait là, pourquoi je te réponds comme ça, Déborah? Parce que j'ai toujours en fait un des éléments qui me drive de manière très importante dans ma vie, c'est que je préférerais toujours le risque au regret. Et en fait je me pose souvent la question de me dire: «Si je me mets à 5 minutes de la fin de ma vie, qu'est-ce que je vais penser et à qui ou à quoi je vais penser?» Et je vais pas penser à, bah, Charlotte, elle a été commerciale, elle a signé tant de contrats ou, Charlotte, elle a été entrepreneur, elle a monté tel business et cetera. En fait, je vais penser à, comment j'ai vécu, comment j'ai aimé, qu'est-ce qui était important pour moi, est-ce que j'ai vécu une vie fidèle à moi-même? Est-ce que j'ai dit aux gens que j'aimais que je les aimais? Donc là, je fais un parallèle avec un des livres génial que j'ai lu de Bronnie Ware, qui est Les 5 regrets des personnes en fin de vie, qui a été extrêmement important pour moi. Donc voilà, Charlotte aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie d'ouvrir la voie et qui se sent bien dans ses Mmh. pompes et qui vit chaque moment, alors pas toujours de manière joyeuse, parce que ce serait mentir que de dire ça, mais qui apprécie le fait de se dire que la vie est vraiment chouette et belle, quoi. Oui et qui est en paix aussi avec, son regard, son propre regard avant le regard des Ouais, autres. ouais, totalement. Ouais, Ouais. ouais. Aujourd'hui, je continue. Alors, je me regarde beaucoup plus dans la glace. Je le fais debout et nu, chose que Mmh. j'avais jamais fait. Et les mots que je me dis sont positifs. Et je m'aime. Tout à l'heure, tu as fait le pont sur, la réussite. Ouais. La réussite veut dire beaucoup de choses chez les personnes. Comment on grandit? Comment on se développe? Comment on devient, une femme adulte, dans l'aspect professionnel avec du surpoids? On se protège beaucoup.
Je me suis beaucoup, beaucoup protégée. J'ai porté très longtemps le masque de, la femme, qui performe, mais qui en même temps, ne montre surtout pas ses émotions parce que forcément j'avais pas appris à le faire. Donc c'était, Charlotte, elle va bien, elle rit fort, tout le monde pensait que j'allais très bien, mais en fait, je courais pour, surtout pas, ressentir, quoi que ce soit parce que dès que je commençais à ressentir un truc, ça me dépassait, totalement, que ce soit une émotion de colère, d'injustice, de bonheur ou de tristesse. Donc ça m'a beaucoup aidée dans la carrière professionnelle que j'ai choisie, ces 10 dernières années parce que j'ai, travaillé dans un milieu où la performance, était très importante. Donc tu dois te blinder et tu dois surtout pas, montrer, tes émotions et puis la vie m'avait surtout, poussée à ça. Donc malgré ce déséquilibre, ce blocage, peu importe le terme, on peut quand même réussir professionnellement. Ouais, tu peux, mais ça a un prix. Mmh. Ça a un prix parce que, encore une fois, je compensais énormément. Donc je réussissais, j'ai réussi et je réussis OK. toujours. Mais je compensais, donc j'avais une hygiène de vie qui était catastrophique. Je pense que je fumais, 1 paquet par jour, de cigarettes. Je buvais de l'alcool tous les jours. J'avais ce qu'on appelle, pour ne pas, dire que c'est trop fort, mais en tout cas, j'avais, ce qu'on appelle de l'alcool mondain, en disant: «C'est pas grave, je bois un verre par jour», mais je buvais de l'alcool tous les jours, je sortais beaucoup. J'étais très, très fêtarde parce que j'avais besoin d'évacuer ce que j'arrivais pas à sortir, que ce soit, au boulot ou dans la vie personnelle. Justement, dans la vie personnelle, comment ça se passait? Le rapport à l'autre, le rapport intime aussi? Alors, c'est une question, il faudrait que tu la précises un peu plus parce que le rapport à l'autre, il était, j'avais pas du tout confiance en moi, même si je prétendais le contraire, parce qu'encore une fois, je portais un masque, donc Mmh. c'était très facile de prétendre jouer. J'étais une super comédienne, en fait. Je jouais un super rôle, de, la femme performante, sûre d'elle, qui gère sa vie, qui réussit, à qui tout va bien, mais à l'intérieur, c'était une catastrophe, émotionnelle, en fait. J'avais des soirs où je rentrais, il m'arrivait, de pleurer, de me sentir vide et de me demander, quel était enfin, c'était quoi le sens de ma vie, tu vois? Donc du coup, j'avais, peu d'histoires, je sais pas où tu veux m'emmener, mais je suis en train de Où tu veux. réfléchir. Mais j'avais non, mais je suis en train de réfléchir parce que je peux prendre Tu plusieurs angles, prends ce que tu veux. mais j'étais, comment je pourrais répondre à ça? Ouais, j'avais peur j'avais peur de rencontrer quelqu'un et en même temps, j'en avais très envie. Pour moi, c'était, hyper important de vivre l'amour avec un grand A, mais pas avec n'importe qui et n'importe comment. Je me retrouvais pas du tout dans les principes et dans l'image par rapport à l'éducation que j'avais reçue voilà, la personne avec qui tu dois vivre, ça doit être, un homme qui a telle situation professionnelle, qui a réussi dans la vie et donc tu auras des enfants avec lui, vous achèterez une maison, vous aurez un crédit et la vie Mmh. ira bien. Et en fait, je poursuivais ça, mais ça n'avait aucun sens pour moi jusqu'à temps que je comprenne qu'en fait, c'était pas du tout là où je voulais aller. Et ça, je l'ai compris en fait, le jour où, ma sœur est tombée enceinte, où elle a annoncé, qu'elle attendait un bébé et ça a été, un choc parce que, Ta sœur plus jeune. ma sœur plus Oui, jeune donc tu aurais dû avoir un enfant avant elle. exactement, Mmh. j'aurais dû avoir l'enfant, avant elle, mais bon, c'est pas ce qui s'est passé et je pense que, c'était très bien comme ça, mais ça m'a surtout fait réaliser que je voulais pas devenir, mère, que c'est pas quelque chose, pour moi et surtout qu'en fait, je voulais pas, être avec un homme, quoi. Et ça m'a fait prendre conscience que, bah, en fait, j'avais plutôt une préférence pour les femmes et en l'occurrence, une préférence pour une femme que j'avais, arrêté de voir parce qu'elle ne correspondait pas à l'image et aux standards de l'éducation que j'avais reçue et avec qui j'avais coupé, très, violemment quelques années, auparavant. Donc en fait, ça a déclenché par effet domino le fait de réaliser que, bah, oui, en fait, je suis amoureuse de cette femme-là, il faut que je lui dise, il faut que je la recontacte et que je sorte, ce que j'avais à lui dire. Le fait de ta prise de poids, en tout cas ton surpoids, c'est aussi ça qui t'a empêché,
de te libérer totalement, dans tes relations intimes, hein, je parle, hein. Ouais. Enfin amoureuses, je veux dire. Oui, oui, bah, totalement. En fait, quand enfin, j'avais pas confiance en moi, mon estime de moi était, hyper basse, donc dès que possiblement, je pouvais me faire approcher, par un homme ou qu'un homme me plaisait, j'étais terrorisée et pas du tout confortable, avec cette idée-là, quoi. Comment aujourd'hui ta transformation, on va dire ton retour à la normalité, si pour rester dans les termes, affecte ou a affecté ton parcours professionnel entrepreneurial? Alors vaste question, il a affecté de manière énorme parce que justement cette transformation de retour à la normalité, pour reprendre tes Mmh. termes, ou je dirais plutôt de vraiment me Te retrouver, retrouver voilà, de toi-même, me retrouver toi-même, de retrouver moi-même et de me sentir bien dans ma peau, m'a permis de casser énormément de croyances sur le fait que, entrepreneur, n'est pas risqué, peut être, une vie, extrêmement riche dans tous les sens du terme, et financièrement et aussi, intellectuellement, parlant, et de d'oser, le faire, en fait. Donc parce que quand tu es entrepreneur, en fait, tu es obligé d'être honnête avec toi-même, sinon, ça mmh, devient un petit peu, ça devient compliqué, on va dire. mouais. Ce masque que tu disais, dans le secteur professionnel, tu pourrais le nommer aujourd'hui? Je pourrais le nommer, je dirais que c'était vraiment le masque, bah, de la femme, forte qui, gère, qui laisse tout passer, je gérais quoi, j'étais vraiment dans une vie gérée, j'étais Mmh. pas dans une vie vécue. Donc le masque de la femme qui gère, sa vie pro, sa vie perso, sa famille, qui gère pas du tout ses émotions, parce que ça clairement, c'était pas du tout, c'était le seul truc que je gérais pas et c'était pour autant le plus important. Mais je gérais le reste, je gérais les affaires de famille, je gérais, ma famille, je gérais, mon business, en tout cas, ce que je devais faire dans mon job. Donc j'étais une très bonne gestionnaire, ouais. Mmh. Souvent, quand il y a une perte de poids, les personnes nous disent, ou un changement en tout cas, d'attitude, de physique, ou autre: «Tu as changé, je te reconnais plus». Est-ce que tes proches t'ont dit ça, ou au contraire, ils t'ont pas dit ça? Ou ils t'ont dit complètement autre chose? Alors les très proches ont pas vu le changement en ce sens qu'ils ne sont pas dit que j'avais changé. Ils savaient que j'étais déjà comme ça parce qu'ils me connaissaient. Donc ils savaient la femme Mmh. sensible qui était derrière, la femme vulnérable, parce qu'ils m'avaient déjà vue. Ils me connaissaient, ils me connaissent encore, comme ça. C'est plutôt dans l'environnement professionnel où là, ça a été, pour eux une surprise de, «Ah oui, en fait, tu es comme ça». Mmh, et ça a été reçu comment? Super bien. Ouais? Ouais, vraiment des retours, extrêmement, touchants, parce que par effet miroir, ça leur a enfin, en tout cas, j'ai eu vraiment notamment, je pense à deux trois personnes qui m'ont donné des retours, extrêmement touchants de, bah, parce que tu m'as partagé ça et parce que j'ai lu ton livre ou parce que tu as partagé ça dans ton histoire. Du coup, la personne en face s'ouvre beaucoup plus et par effet miroir te raconte aussi quelque chose de très intime et ça, je trouve c'est extrêmement touchant. Je te partage ça, et pourquoi? Parce que j'ai eu une personne qui était, dans un alcoolisme très fort, et il me disait que l'environnement change Ouais. quand ta manière de manger, de penser, tes activités changent. Donc j'imagine que là aussi, il y a eu un 360 qui s'est passé. Alors là, oui, il y a eu un vrai 360 parce qu'effectivement, tu peux pas continuer la vie, que tu avais avant, Mmh, quand tu changes et que tu changes ton hygiène de vie, ton hygiène alimentaire, et autres et en plus, si tu suis l'adage de: «On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie», mmh, clairement, oui. Alors ça, ce qui a aussi contribué, c'est que j'ai changé de pays, donc je suis passée de Paris, à la Suisse, donc forcément, j'ai reconstruit un cercle, d'amis et un d'entourage, qui aujourd'hui est pas forcément très différent des amis, que j'avais à l'époque. Mais en tout cas, les typologies, les discussions qu'on peut avoir sont totalement différentes et les activités qu'on peut avoir sont totalement différentes que mmh. celles que j'avais il y a 10 ans. Et c'est aussi une affaire d'âge, hein, donc voilà. Mais, Qu'est-ce que tu as dû libérer, émotionnellement, physiquement, matériellement, peu importe, ça c'est toi qui vas nous le dire, pour justement, cheminer? Parce qu'encore une fois, on se met dans la tête que des personnes sont peut-être en chemin, comme toi tu as pu ouais. l'être, ou au contraire, cheminent entre réussite, échec sur les prises ou pertes de poids. Donc les bons tips sont bons à prendre aujourd'hui. Bah, le premier truc qui me vient, c'est le contrôle. Ce que j'ai vraiment dû libérer, c'est le Mmh. contrôle, de vouloir absolument tout contrôler, tout gérer.
Ça, c'est quelque chose que j'ai, avec le temps, parfois non voulu et aussi parfois forcé, c'est de libérer ce contrôle et de vouloir tout gérer, en fait. Et du coup, par effet de conséquence, ça a libéré aussi, en tout cas, ça a changé la perception de ma notion de sécurité, où je pensais que la sécurité, elle était vraiment extérieure, c'est-à-dire, très matérielle. Être en sécurité, c'est, avoir une maison, c'est posséder. Alors qu'en fait, aujourd'hui, si je devais te redonner la définition de la sécurité, elle est avant tout intérieure. Si je me sens, et ce qui est le cas aujourd'hui, en sécurité intérieure, pour le coup, j'ai pas besoin de posséder, en fait, je m'en fous. Mais encore une fois, tu l'as dit, c'est un chemin. Oui. Donc, c'est pas arrivé, par une recette magique, c'est arrivé par, des effondrements, par des épreuves, par des expériences qui étaient pas voulues, qui ont été, parfois extrêmement inconfortables et très difficiles. Mais voilà, c'est comme en montagne, hein, tu passes le passage et tu te dis: «Je vais pas y arriver, je vais tomber là, je vais me faire mal», et puis en fait, tu passes et puis une fois que tu es passé, tu regardes derrière et tu te dis: «Ah ouais, je l'ai fait». Dans ton livre, tu en parles, mais on n'en a pas parlé, donc je pense que c'est l'occasion, des professionnels de santé qui t'encadrent. Oui, Certains essayent des méthodes magiques sur Internet, d'autres se font accompagner par des experts nutritionnistes. Au contraire, certains n'arrivent pas parce que le régime ou la tendance alimentaire ne fonctionne pas. Est-ce que tu peux nous en parler, toi, comment tu as cheminé? alors j'ai cheminé beaucoup au sens propre, ce qui a vraiment, contribué à la transformation, et à la perte de poids, c'est la mise en mouvement. Il y a pas de secret, c'est-à-dire que, il y a évidemment l'hygiène alimentaire, mais c'est la remise en mouvement, ou je dirais même la mise en mouvement parce que j'étais très sédentaire, qui m'a beaucoup aidée, et des rencontres, autour d'accompagnateurs et d'accompagnatrices en montagne qui m'ont permis, et qui m'ont appris en fait à marcher avec le souffle. Parce qu'on ne se rend pas compte en fait à quel point, on ne sait pas, respirer, et que la respiration change énormément de choses. Donc j'ai choisi volontairement de ne pas aller vers des, accompagnants dits, classiques, mais plutôt des accompagnants, spirituels. Dans le livre, j'ai essayé de trouver la page, mais en tout cas, tu vas mieux l'expliquer que moi. Tu dis que tu essayes de faire ce régime un peu drastique, qui finalement est presque une angoisse, une torture pour Ouais. toi. On est Ouais, d'accord? totalement. Bah, c'est comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire que, mais ça, c'est pas moi qui avais demandé à cette époque-là, parce que c'est le premier régime que j'ai fait a été, initié par, ma mère, parce que, c'était elle qui avait dit: «Là, on a dépassé ce qui est Ouais. entendable et visible, donc on va te mettre, sous un régime draconien». Donc c'était une approche très, médicale, bon, au demeurant, qui a fonctionné, mais comme c'était pas traité avec l'émotion, bah, Tu tout repris? j'ai tout repris. Mais effectivement, c'est pas au travers d'un régime draconien que j'ai initié et que je me suis, surtout transformée. C'est au travers d'un changement qui est passé par, le mouvement, un changement d'hygiène de vie alimentaire, mais une compréhension aussi alimentaire des aliments qui me font du bien et qui me font pas bien, typiquement, pas qui me font pas de bien. Donc typiquement, voilà, c'est, aujourd'hui, je mange pas de viande, je mange plus de viande, je ne fume plus, et quand on me demande: «Est-ce que tu fumes?» Je dis: «Bah non, je fume pas». Donc j'ai laissé totalement l'identité de la fumeuse, de côté. Donc c'est un tout, c'est pas uniquement un régime alimentaire, c'est vraiment, ouais, de travailler ça, sur toutes les dimensions, possibles. S'il y avait des choses que tu pouvais changer, tu changerais quoi? Aujourd'hui, tu veux Ouais. dire? Par rapport au passé ou par rapport à aujourd'hui? Non, non, par rapport au passé, par rapport à ce parcours. Bah, du coup, ça fera l'objet d'une deuxième question. Après, on répondra. Merci. Ce que je devrais changer, beh, je changerais pas. Je pense que c'est ce qui doit, enfin, tout est juste, quoi. C'est ce qui devait arriver, donc je pense que s'il y a une chose que peut-être je changerais, c'est d'apprendre à m'écouter plus tôt, de savoir enfin, ouais, de m'écouter plus tôt. Je pense que c'est un truc que j'aurais pu changer. Mais le reste, voilà, c'est aujourd'hui porter le regard, d'une compréhension de 10 années en arrière. J'ai pas la même maturité et la même conscience, aujourd'hui, Mmh. quoi. Donc c'est comme quand on te dit: «Je regrette, j'aurais dû faire ça, quand j'étais gamin». Bah, ouais, mais bon, tu avais 15 ans, donc tu peux pas porter le même regard, 15 ans après, c'est pas possible. Et qu'est-ce que tu changerais là sur, l'actualité ou qu'est-ce que tu aimerais changer?
Aujourd'hui, bah, pas grand-chose, hein, si je suis honnête, enfin je Il n'y a pas de réfléchis. mauvaise réponse, hein. Non, je sais Ce bien. sont tes réponses, Ouais. hein. Non, non, je sais bien, mais il y a pas non, il y a pas grand-chose que je changerais, c'est pas un changement, mais c'est ouais, de continuer à cheminer en conscience, quoi et à me dire: «OK, qu'est-ce que je veux, vivre, aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi?» Tu vois? Toujours dans cet objectif que j'expliquais tout à l'heure je me retrouve à 5 minutes de ma fin de vie, Ouais. qu'est-ce que je Je me me dis, retourne quoi? et Ouais, encore une fois, je peux le voir aujourd'hui dans ma famille, l'impact énorme que les regrets peuvent avoir sur une vie et ça, c'est un drive énorme pour moi de me dire, «OK, chaque décision, est importante et peut avoir un impact, pendant des années, quoi». quand on est entrepreneur, on est souvent exposé et la plupart des auditeurs de mon podcast sont aussi entrepreneurs, pas que, mais beaucoup. On doit gérer notre image publique et forcément, quand on a une différence, quelle que soit la différence, c'est dur à porter, à cheminer. Est-ce qu'aujourd'hui, ce travail que tu as fait que tu peux être une entrepreneuse épanouie? J'imagine que oui. Alors oui, je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est que moi, j'ai réussi et c'est pas le bon mot, mais ce qui a été, révélateur pour moi, c'est de me libérer en fait, en me libérant, de mon regard sur moi-même, je me suis libérée du regard des autres. Donc oui, quand tu es exposée publiquement, bah, les autres te regardent, te jugent, Mmh. c'est un fait. Hem Faut arriver à accepter ça. J'ai de la chance, c'est que pour l'instant, les retours sont plutôt extrêmement bienveillants, donc j'ai pas trop de haters. Il paraît que c'est trop bien quand tu as des haters, mais moi j'ai pas de haters. Donc voilà, j'essaye juste d'être le plus honnête possible envers moi-même et aussi envers l'autre quand, il ou elle me partage quelque chose. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, c'est l'humain, c'est d'échanger avec des gens, de comprendre les parcours, ce qui leur est arrivé et d'aller vraiment, bah, justement au-delà de ce masque en fait. Avoir une discussion sociale, m'enquiquine profondément en fait. J'ai plutôt envie d'aller dans une vraie discussion, profonde de, voilà, le sens de la vie, qu'est-ce qui est important pour toi? Comment tu vois la vie? Ça, ce sont des discussions Mmh. qui me nourrissent énormément. Tu as parlé de prise de poids, tu as parlé d'orientation aussi. Finalement, tu es une femme entrepreneuse atypique. S'il y a une autre femme qui te regarde, qui se reconnaît, tu voudrais lui donner quoi comme conseil aujourd'hui? Bah, que c'est OK de pas rentrer dans une case, en fait et c'est pour ça qu'on parlait de se Mmh. libérer des étiquettes et de prendre sa place. C'est que, il y a pas de moule, il y a pas de case, en fait. On peut passer une vie, à essayer de se trouver et ça commence peut-être justement par, se libérer, des cases et d'essayer de rentrer dans quelque chose dans lequel, on peut se sentir, de manière, enfin, on peut se sentir étroite, en fait. Donc, c'est simplement de continuer à poursuivre, ses rêves, ses envies et avec les difficultés que ça comprend, parce qu'encore une fois, le chemin est pas toujours plat, il y a du dénivelé, ça peut être très compliqué et dur, mais encore une fois, ça fait partie du chemin, quoi. Donc ouais. Aujourd'hui, Charlotte, tu l'as dit tout à l'heure, elle s'aime, elle est fière de se regarder. On est d'accord? On est d'accord, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dirait, la petite Charlotte de l'époque? Bah, elle dirait en fait, «Tu rien à corriger, t'es pas, un problème à résoudre, t'es ni trop grosse, ni trop ambitieuse, tu ris pas trop fort et ce trop, en fait, c'est ta force» et surtout ce que je lui dirais, c'est: «T'inquiète pas, tu vas t'en sortir». J'aime bien laisser le mot de la fin justement à mes invités. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre en plus qui te viendrait aujourd'hui spontanément? Bah, spontanément, ce qui me vient, c'est, on a parlé, voilà, du poids, le livre que j'ai écrit s'appelle «Trop grosse» et c'est mon récit sur le poids, le rapport au corps et se libérer des étiquettes. C'est que, je pense qu'un des éléments pour, guérir et se sentir bien, dans sa vie, c'est d'arrêter de, lutter, contre son corps, et plutôt, d'essayer de vivre avec, en fait. Ça change pas mal de choses quand on commence à regarder ça sous cet angle-là. Moi, ce que j'ai retenu, de toi, de ton ouvrage, je vais le résumer comme ça, c'est: «Le regard des autres peut nous enfermer, mais le plus puissant reste souvent celui que l'on pose sur soi-même». Mmh. Je trouve que ça résume bien, Ouais. ton ouvrage et notre échange aujourd'hui.
Merci pour ta confiance, Charlotte. Merci Déborah pour ton invitation. Je suis ravie et je suis sûre que plein de femmes et plein d'hommes vont se reconnaître. Et puis, n'hésitez pas bien sûr à laisser des commentaires en bas de la vidéo, format long, format court, enfin si vous nous écoutez. Podcast audio aussi, parce qu'on a beaucoup d'écoutes en audio. Et je suis sûre que peut-être en train de courir, enfin faire du sport, déjeuner, faire de la méditation, on va nous écouter. Donc avec grand plaisir, on mettra les références de ton ouvrage. Mhm. Et puis ça te permettra aux personnes de te suivre, suivre dans ton aventure, puisque tu nous as teasé déjà un Ouais, deuxième ouvrage qu'on suivra de près. c'est en cours. Merci Charlotte. Merci Déborah.